Alors, chers compatriotes, chers amis du CPR, du Congrès panafricain pour le renouveau, chers tous, je voudrais vous saluer partout où vous vous trouvez. Je voudrais encore vous remercier de suivre nos vidéos que je vous demande de partager parce que ceux dont nous parlons régulièrement participent de la formation, de l'élévation du niveau intellectuel de nos compatriotes, du niveau de compréhension de la situation politique nationale par nos compatriotes. Et on ne peut être que fier lorsque on a des compatriotes qui ont un niveau de développement intellectuel élevé au-dessus de la moyenne parce qu'ils comprennent les choses. C'est pourquoi je vous demande de participer en partageant, n'est-ce pas, ces moments d'échange que nous avons pour ne pas que nous soyons repliés dans une sorte de secte. Je suis donc Dr Doumbia Major, président du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau. Aujourd'hui, je voudrais avec vous parler d'un pan important de l'histoire de notre nation. C'est-à-dire parler du coup d'État de 99, parce que nous étions des acteurs vivants, des témoins vivants de ce coup d'État de 99. Donc, il est bon et il est important pour les générations nouvelles de pouvoir apporter notre vérité sur ces moments de l'histoire de notre nation afin que nos jeunes soient suffisamment outillés, nos jeunes connaissent la vérité. Parce que lorsque vous vous taisez et que vous laissez les choses être dites par un seul camp qui déforme la vérité ou qui la transforme selon son goût, ça donne une nation où le mensonge s'érige en vérité et ça, ce n'est pas bon. Il y a des jeunes qui avaient 1 an ou qui n'étaient même pas nés en 99, des jeunes qui sont nés en 2000, qui vont voter en 2018, 2019, 2020, qui ne connaissent pas ces vérités de l'histoire de la nation, ces moments de l'histoire de la nation. Et donc c'est à nous, qui sommes les aînés, de pouvoir éclairer sur ces pans de l'histoire du pays pour que ces jeunes-là soient outillés et qu'ils n'écoutent pas qu'une seule version des faits, souvent qui sont une version édulcorée, une version transformée, souvent qui sont des mensonges et pleins de diffamations. C'est pourquoi je vais aujourd'hui parler de ces choses-là. C'est ces choses souvent qui fâchent et ces choses dont certains ne veulent pas qu'on parle parce qu'ils veulent que ce qui soit retenu dans l'histoire, ce soit leur seule version, leur seule vérité ou le seul regard que eux ils ont de ces choses. Pourtant, ce n'est pas vrai. Leurs dits ne sont pas forcément la vérité et il faut recadrer les choses. Je voudrais donc, avant de commencer, vous saluer, Ahmed Euro, Isaac Abdul Karim qui me demande d'adapter le discours, le niveau du langage aux Ivoiriens. J'essaierai de le faire, j'essaie toujours, c'est pourquoi d'ailleurs souvent je m'essaie à parler en Ouchi, pour que le plus de compatriotes puissent n'est-ce pas, nous comprendre parce que la communication politique, la communication de manière générale, ce n'est pas de parler pour soi-même, mais de parler pour les autres, pour se faire comprendre. Alors je voudrais vous saluer, Jean Soro, Vami William,
Bois de Awa, bonjour à toi aussi. Lastouré, bonjour. Voilà, et donc, ensemble, pour ceux qui se connectent et que je n'aurai pas l'occasion de pouvoir saluer, qui nous prennent en cours, je vais pas revenir sur les salutations. Fousbargen Soumaore, bonjour. Alexis Balé, vous tous, je vous salue tous et nous allons aller dans le vif du sujet du jour. Vous savez, et je l'ai dit et je le dis pour les jeunes, en 99, 98, 99, nous étions jeunes. Je suis né en 72, précisément le 9 mars 72. Alors, en 99, donc vous voyez quel âge que nous avions en 98, nous étions des étudiants à l'université et moi, j'étais membre de la direction nationale du syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, la FESI. Alors, les événements de 99, de Noël 99 ont eu lieu devant nous. Nous étions suffisamment lucides et nous étions engagés au niveau syndical. Et donc, nous avions une certaine hauteur d'esprit, une lucidité pour comprendre ces choses-là, pour savoir qui sont les acteurs, qui a fait quoi dans le pays. Alors, en 99, la FESI, le Bédié était au pouvoir, et il avait repris le pouvoir. Vous savez comment Bédié est arrivé au pouvoir, qui a demandé, après la mort du vieux de Houphouët-Boigny, donc au peuple ivoirien de se mettre à sa disposition. Et donc, après, il a organisé des élections. Il a été donc élu. Et ces élections-là étaient des élections difficiles. Ces élections-là étaient des élections au cours desquelles il avait écarté Ouattara et il avait lancé son concept d'ivoirité. Je parle pour les jeunes. Le concept d'ivoirité est apparu à un moment de l'histoire de notre pays où Bédié était confronté en interne, parce que Ouattara, il était membre du PDCI. Pour les jeunes qui ne le savent pas, Ouattara, il était membre du PDCI. Oufou, il avait fait venir après les chefs de plusieurs plans, les plans Koumoué, et d'autres plans, Koumou Mobio et tout ça, qui avaient proposé. On était dans un contexte de crise, 90, 93, et tout ça, c'était vraiment un contexte de crise où même nous, étudiants et élèves, avions demandé le multipartisme. Parce que, bon, c'était la mode de l'époque après les vents de l'Est. Vous avez connu les événements de Timisoaka et donc en Roumanie et autres. Donc, il y a ce vent de démocratisation qui a soufflé, on va dire, sur le monde. Et il fallait, avec la pression des États-Unis, qui aussi lorgnaient sur les précarés français et autres, donc, tout ça a fait pression à ce moment de l'histoire des années 90 pour dire, bon, il faut ouvrir, n'est-ce pas, les espaces démocratiques, il y a un nouveau courant, le monde est à un autre niveau de développement des mentalités où les partis uniques ne peuvent plus persister. Et donc, Mitterrand, au discours de la Baule d'ailleurs, a dit aux chefs d'État africains que désormais, pour avoir l'aide au développement, la condition était le multipartisme. Et donc, il fallait ouvrir les pays africains au multipartisme. Donc, voilà le rôle important que a joué Mitterrand. Mais ça a été joué ce rôle-là parce que Mitterrand, la France, avait pris conscience que le système des partis uniques ne pouvait pas continuer et que ça allait créer une bombe parce que l'humanité était à un niveau, le monde était à un niveau où les communications étaient désormais fluides. Un chef d'État ne pouvait pas rester, avoir la même mise dans un parti unique sur tout un peuple. Ça allait absolument et inévitablement aller vers le clash. Alors Mitterrand, pour anticiper ces clashs-là, qui pouvaient faire que la France ne perde le contrôle de ses précarés par des mouvements révolutionnaires et autres, a demandé aux chefs d'État africains d'ouvrir leur pays, leur espace politique au multipartisme. Et c'était d'ailleurs une des conditions pour avoir droit
à l'aide de la France. Donc l'aide était conditionnée désormais au multipartisme et les chefs d'État qui étaient là, qui avaient les partis uniques, chez nous on avait le PDCI, Kérékou était au Bénin, Nyasimbe, Yadema était au Togo, voilà, ainsi de suite. Pardon, je parle de Mobutu au Zaïre. Donc l'Afrique, c'était des partis uniques qui contrôlaient de manière générale les différents pays. Et donc ce vent de la démocratisation là, qui a soufflé sur le monde, a fait que nous, les jeunes aussi, avons dit, ben écoutez, nous voulons plus de liberté, nous voulons plus de démocratie dans nos pays. Et bon, on était dans la rue. Il y avait des partis politiques en Côte d'Ivoire qui étaient des partis clandestins, le FPI, l'USD, le PPS de Maurice Ferré. Donc l'USD, c'était Zaudi Zaourou qu'on appelait le maître, le PIT de Francis Vaudier, etc. Alors, donc, ces partis-là ont aussi voulu qu'il y ait le multipartisme, sous l'impulsion de la rue, dans un mécontentement général, dans un contexte aussi de crise économique, ce qu'on appelait la conjoncture économique. Et le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, on va dire même, c'est Marcel Été, qui à l'époque était donc le secrétaire général du SINARES, qui donc dans une rencontre avec Oufoué a exigé qu'on fasse l'ouverture démocratique, et donc les étudiants aussi qui faisaient pression, parce que bon, ils connaissaient des situations de crise, et voilà. Donc c'est ce contexte-là qui a créé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il y a des individus ou des personnes ou des partis qui aujourd'hui se présentent comme les pères ou les acteurs prépondérants du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Il faut situer les choses là historiquement. Le FPI de Laurent Gbagbo n'est pas créateur du multipartisme, ni Gbagbo n'est pas historiquement celui qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Gbagbo a profité du multipartisme en Côte d'Ivoire parce que après l'ouverture démocratique, les partis politiques, parce qu'il y avait la pression de la rue, les partis politiques de manière générale ont demandé à ce qu'on laisse la rue emporter le vieux. Donc que ce soit un mouvement de rue qui emporte le vieux, et Oufoué a appelé à une élection que les autres partis ont boycotté. Voyez-vous? Et Gbagbo a été le seul qui a accepté d'aller à ces élections-là pour faire une campagne de notoriété et se poser comme le leader de l'opposition. C'est d'ailleurs pourquoi des partis comme le PIT et l'USD et autres ont estimé que Gbagbo a trahi le combat de la gauche, le combat des forces progressistes, donc en 90. Voilà comment et sur la base de quoi ils le disent. Parce que pour eux, il fallait laisser la rue emporter le vieux. Il fallait laisser les mouvements de rue emporter le vieux. Et Gbagbo a court-circuité, il s'est présenté aux élections. Donc, se présentant historiquement de cette façon dans une campagne de notoriété comme l'opposant historique à Houphouët-Boigny. Donc, de cette manière, il va racler un peu les voix, les aspirations, les adhésions de ceux qui étaient opposés à Houphouët et se posaient comme l'opposant historique. Sinon, ceux qui connaissent l'histoire de la nation savent que ceux qui avaient la cote à l'époque, le PIT était déjà plus représenté que le FPI, mais celui qui était véritablement la figure historique de l'opposition à l'époque, c'était le doyen Zadi Zaourou, que Gbagbo et tout le monde appelait le maître. C'était le maître parce que véritablement, il avait une formation pointue et il avait des analyses vraiment très pertinentes. Vraiment Maurice Ferré, Vaudier et les autres. Donc voilà. Et donc, Bédié, donc qui prend le pouvoir après la mort de Houphouët. Donc il y avait l'article 11 qui estimait que quand le président meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Et donc voilà, Ouattara qui était un peu rechignant à donner ce pouvoir-là. Ce qui a fait penser à Bédié que Ouattara voulait le pouvoir. Parce que Ouattara, quand Houphouët est mort, normalement, constatant la vacance du pouvoir, il devait accepter automatiquement que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui soit le président. Mais il a constaté, il est venu à la télé devant nous, il a constaté. Et puis bon, il s'est donné du temps pour pouvoir faire la passation. Et donc, ces choses devaient se faire plus tard. Ce que Bédié n'a pas aimé. Donc, il s'est
aller à la RTI avec des chars. Il a d'ailleurs même été appuyé par les chars de l'armée française à l'époque, parce que bon, nous sommes des témoins quand même vivants de cette histoire. Nous étions étudiants, on passait devant la RTI et tout. Alors, il s'est déclaré président de la République conformément à la Constitution et il a demandé au peuple de se mettre à sa disposition. Voilà comment Bédié prend le pouvoir. Ouattara étant à l'intérieur du PDCI RDA, vu comme une sorte de parvenu par le clan des Bédié et autres, qui voient en ce monsieur désormais un adversaire et un adversaire qu'il faut écarter. Voilà comment Bédié, qui prend le pouvoir, va trouver des arguments, chercher des arguments pour écarter monsieur Ouattara, l'ancien premier ministre, du pouvoir et faire en sorte qu'il soit rejeté totalement par les Ivoiriens. Donc, il va lancer ce qu'il appelle le concept de la préférence nationale qu'il baptise l'ivoirité. Donc, l'ivoirité est censée amener les Ivoiriens à préférer ce qui est ivoirien et rejeter ce qui est étranger. Ouattara, en filigrane, étant présenté comme l'étranger. Voyez-vous? Donc, voilà une stratégie discursive où Ouattara, on joue sur son extranéité, et d'ailleurs c'est Raphaël Lacoué qui, à l'époque, c'était le FPI qui avait dit que Ouattara était étranger, avec Raphaël Lacoué qui est aujourd'hui au Conseil de l'audiovisuel avec le RDR, mais c'est lui qui était journaliste, d'ailleurs même à une conférence de presse a posé cette question sur l'extranéité de Ouattara, et c'était défendu par le FPI. Mais ce discours-là a été repris parce que c'était dans l'imaginaire collectif que Ouattara était étranger et tout. Donc, ce discours-là a été repris par Bédié pour dire écarter celui qui est étranger, préférez-moi, croyant ainsi éloigner Ouattara de l'aspect politique national. Et malheureusement pour Bédié, Ouattara, qui a été Premier ministre, a eu un réseau, a eu des gens qui l'ont soutenu, les Jenny Kobina et d'autres personnes qui, n'est-ce pas, ont mis en place un mouvement de rénovateurs au sein du PDCI. Et ce sont ces rénovateurs-là qui soutenaient d'une certaine manière l'ancien Premier ministre Ouattara, avec Jenny donc, à leur tête. Et donc, il y avait des conflits à l'intérieur du PDCI, des conflits de pouvoir à l'intérieur du PDCI, et le discours de l'ivoirité faisait écho, était une façon de résoudre ce conflit-là à l'intérieur du PDCI, leur contradiction interne, en présentant le leader d'un des camps internes au PDCI comme étranger. Donc, il fallait la préférence nationale. Le discours officiel présentait donc le concept d'ivoirité comme un concept culturel, un concept de préférence nationale, un concept, n'est-ce pas, de nationalisme économique. Mais derrière ce discours officiel, il y avait le non-dit qui était que il fallait rejeter Ouattara. Et donc, il a mobilisé un sentiment anti-étranger, d'ailleurs, parce qu'il y avait un terrain fertile, un terreau fertile. À ça, on avait connu les problèmes à Sekotoko et d'autres problèmes, les programmes contre les Mauritaniens et autres. Donc, il y a ce sentiment qui existe déjà dans le pays. Donc, Bédié va s'appuyer sur ce sentiment existant, présenter Ouattara comme étranger et développer le concept d'ivoirité qui est un concept de préférence nationale, mais pas que au niveau économique ou culturel, mais aussi au niveau politique, en disant il faut rejeter Ouattara qui est la figure de proue qui est présentée comme étranger. Voilà donc comment on enflamme les masses avec ce discours-là, de sorte que même les partis nationalistes et haineux qui existaient, finalement, vont disparaître au profit du PDCI qui devient le porte-flambeau de ce discours-là. Parce qu'il y avait des partis nationalistes, en fait, Pépé Paul, Baïtagro et autres qui dirigeaient des partis avec ce type de discours, mais ils étaient minoritaires dans le pays. Mais quand Bédié reprend tout ça, ces partis-là même vont disparaître parce que c'est celui qui a le pouvoir désormais qui devient le chantre d'un discours nationaliste, un discours xénophobe, un discours de préférence nationale qui est dirigé d'une certaine façon contre la personne de Ouattara. Et donc, la candidature de Ouattara est rejetée aux élections.
Hein, vous avez vu les propos de Tiakone, et voilà, considérant que dans tout un argument juridique, on estime que Ouattara ne peut pas être candidat. Voilà. Et donc, la candidature de Ouattara est rejetée, et on développe autour de ça un certain discours, qui est un discours d'autochtonie, un discours de préférence nationale, un discours xénophobe, et voilà l'ambiance qui règne en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Gbagbo, qui se retrouve opposant, il a perdu l'élection contre Oufoué et autres, donc qui est dans une opposition un peu difficile, va donc s'allier avec cette frange du PDCI, qui deviendra le RDR, pour créer ce qu'on appelle le Front républicain. Ok? Donc, 95, le Front républicain existe, et ce Front républicain-là va combattre le discours d'ivoirité, et Gbagbo d'ailleurs disait que lui, il n'accepte pas que Ouattara ne soit pas candidat, et je crois que voilà, il y a même un boycott actif des élections, du fait que Ouattara ait été exclu de l'élection, une alliance FPI-RDR pour boycotter l'élection de Konan Bédié, du président Konan Bédié. Mais il est élu, pour autant. Ils ne sont pas allés aux élections, mais Konan Bédié est élu démocratiquement par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc on est dans cette ambiance-là. Ouattara est poursuivi, il y a même des mandats d'arrêt contre lui, il y a une ambiance de haine. On utilise les médias d'État pour stimuler la haine, la xénophobie, hein, le sentiment anti-étranger. Ouattara étant donc présenté contre cette figure de proue. Un pan entier de la population donc qui soutient Ouattara, d'une certaine façon, de manière ethnique, parce qu'il ne s'est pas laissé faire lui non plus. Il s'est mis dans un groupe en disant qu'on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du Nord. Et donc, il y a tout un pan de la population qui va soutenir Ouattara. Et ce pan de la population-là, automatiquement, sera présenté comme des gens à ivoirité douteuse ou des traites à la nation. Et ce sentiment de trahison de la nation-là est véhiculé au sein du pays. Les nordistes, les djoulas, les étrangers, des gens qui ont une partie étrangers, les Libanais qui sont là, qui sont nés là, qui deviennent donc des Ivoiriens par leur naissance ou par la naturalisation, tous ceux-là sont mis dans le même lot et battus avec la même chicotte des moins Ivoiriens. Des intellectuels sont mobilisés pour donner une valeur intellectuelle à ce concept d'ivoirité, le kurdif. Hein, est mis en place, donc qui va développer le concept d'ivoirité. L'ancien ambassadeur de Pierre Kipré, hein, tout cela se mobilise. C'est eux qui lancent maintenant le concept d'ivoirien multiséculaire. Voyez-vous, donc les Ivoiriens sont catégorisés en Ivoiriens de circonstances, en Ivoiriens multiséculaires. Il y a tout type de discours qui va circuler autour de la question de cette ivoirité. Et donc c'est dans cette ambiance-là où le FPI est en alliance avec le RDR, mais vers la fin donc de 98 par là, le FPI a duré dans cette alliance-là, mais cette alliance qu'on appelle le Front républicain est vacillant, où le PDCI arrive d'une certaine manière à créer une sorte de rapprochement avec le FPI qui tend à se désolidariser du RDR. C'est donc dans ce contexte-là où le RDR est de plus en plus marginalisé, hein, parce que même Gbagbo est présenté même à la télé en train de jouer du piano et tout, hein, tout ça pour, sans dire la chose, dire que bon, écoutez, cette alliance Front républicain ne tient plus comme avant. Donc pour Bédié, il avait réussi d'une certaine façon à attirer Gbagbo dans son camp, hein, et c'est dans ce contexte-là qu'il y a le coup d'État de 99, la veille de Noël d'ailleurs, on parle de Guéhi Noël. Et ce coup d'État de 99, figurez-vous, Bédié qui pensait que Gbagbo qu'il avait réussi à amadouer d'une certaine façon, le présentant à la télé comme en jouant du piano et tout, et qu'il croyait s'être désolidarisé du RDR, Gbagbo ne va pas soutenir Bédié qui appelle le peuple à faire barrage à ce coup d'État. Gbagbo qui était d'ailleurs au Gabon, d'ailleurs, va rentrer
va prendre position pour soutenir le coup d'État et dit d'ailleurs que c'est un coup d'État salutaire. Donc, il va enterrer d'une certaine façon Bédié, apporte un soutien clair au coup d'État. Ouattara, quant à lui, va qualifier le coup d'État de révolution des œillets, hein, n'est-ce pas, en comparaison avec ce qui s'est passé au Portugal, la révolution des œillets. Donc, ces partis politiques significatifs-là vont soutenir le coup d'État. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Gbagbo donc est accueilli, il arrive, il entre donc à Abidjan par Jesco, escorté par les mutins, les gens qui ont fait le coup d'État jusqu'à chez lui. Donc, le FPI et le RDR, au coup d'État de 99, contre le régime légal démocratiquement élu de Henri Konan Bédié, vont apporter un soutien clair à ce coup d'État. Mieux, et je vais vous le dire pour les jeunes, à l'époque nous étions à la FESI, on se réunit donc avec Damanan Picasse, qui est un membre du FPI, chez lui à Yopougon, à la rue des Princes. C'est une rue qui est perpendiculaire, n'est-ce pas, à la rue Princesse, et qui passe juste devant le complexe sportif de Yopougon qui est devenu complexe Jesse Jackson. Donc, avec le FPI qui dirigeait à l'époque la jeunesse du FPI et tout, qui a l'accord donc de la direction du FPI, pour que la FESI et le FPI organisent un meeting de soutien au coup d'État de Guy Robert. Parce que, Bédié appelant la population à faire barrage, il fallait que des organisations et des partis politiques appellent aussi rapidement la population à marquer son adhésion à ce coup d'État pour que ce soit consommé. Et donc, le FPI va organiser ce meeting du complexe sportif de Yopougon qui est devenu après complexe Jesse Jackson. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont plus jeunes. Mais à l'époque, on appelait ça le complexe sportif de Yopougon. Alors donc, comment on se réunit avec le FPI pour appeler les différents partis politiques à venir à ce meeting-là où on met le président Obasanjo en garde parce que Obasanjo avait voulu venir rétablir ce qu'il appelle la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Donc, on met Obasanjo en garde pour dire que si l'armée nigériane arrive, l'armée nigériane marchera sur le corps des Ivoiriens. Donc, on met les gens dans la rue, hein, le FPI et nous, pour créer un soutien populaire à ce coup d'État-là qui donne l'illusion, qui donne une sorte d'onction populaire au coup d'État. Voilà comment on normalise le coup d'État contre Bédié avec la population et on appuie ça par des meetings, des partis politiques et le FPI est donc à la tête de l'organisation de ces meetings-là. Mieux, donc ça c'est un fait historique que vous les jeunes vous devez savoir. Ça s'est passé, on ne peut pas nier ça, ce sont des faits. Bédié a été chassé du pouvoir avec l'onction du FPI qui a mis ses militants dans la rue, le RDR qui a appelé ses militants dans la rue pour qu'on donne un vernis populaire, démocratique d'une manière, d'une autre, pour dire c'est le peuple qui est d'accord avec le fait qu'on chasse. Voilà comment la chose a été maquillée. Et voilà comment on a appuyé ça avec des meetings. Mieux, le FPI a soutenu. Et je vais vous dire une chose pour les jeunes. Nous qui étions à la FESI, à l'époque c'était moi qui était le scribe, celui qui écrivait. Vous savez, j'écris toujours. Hein. Alors, on a rédigé une déclaration à la FESI de soutien au coup d'État. Les archives certainement de la RTI sont là, ils pourront ressortir. Quand je parle toujours, c'est avec des faits. On a rédigé une déclaration de soutien au coup d'État. Et cette déclaration de soutien au coup d'État, nous sommes allés la lire à la RTI. Et nous avons mobilisé les autres organisations associatives, syndicales, la société civile, à aller dans ce sens. Parce qu'il fallait donner l'illusion, en tout cas le sentiment d'un soutien national, des organisations fortes. Donc, la plus puissante des organisations estudiantines, venant à la télé pour apporter un soutien à ce coup d'État, donc lui par Charles Blé Goudé, ça donnait à ceux qui voulaient réagir dans l'armée fidèle à Bédié l'impression, le sentiment que s'ils réagissaient, ils trouveraient le peuple face à eux, les étudiants n'étant pas d'accord avec Bédié, parce que d'ailleurs il nous avait beaucoup maltraités, c'est à l'époque où il avait mis Blé en prison et il avait enchaîné d'ailleurs. Et donc voilà, nous avons apporté un soutien clair, Charles Blé Goudé, moi-même et les autres, à ce coup d'État de 99. Donc aujourd'hui,
il ne faut pas que les gens viennent nous dire qu'eux n'ont jamais apporté de soutien à un coup d'État, ils n'ont jamais apporté un soutien à une attaque du pays parce qu'ils présentent ça comme ça. Quand des gens attaquent un régime, et le discours change, ce n'est plus le régime qui est attaqué, mais c'est le pays qui est attaqué. Alors, le pays a été attaqué sous Bédié et on a apporté le FPI, nous-mêmes la FECI, Blé, moi, Damana Picasse, l'organisation politique du FPI, a apporté son soutien à cette attaque contre la République en 99. Ça, ce sont des faits historiques, ce sont des faits indéniables. On ne peut pas le nier. Mieux, le général Robert Guéhi a mis en place ce qu'il a appelé un Conseil national de salut public. Et ce Conseil national de salut public a formé ce que lui il appelait un gouvernement de salut public. Les partis politiques étaient libres d'adhérer ou non à ce gouvernement de salut public. Le RDR est rentré dans ce gouvernement de salut public. Le FPI est rentré dans ce gouvernement de salut public. Guéhi a choisi qui voulait. Il y a des partis qui ne sont pas entrés, il y a des partis qui étaient minoritaires et autres. Voilà que Guéhi n'a pas voulu. Mais le FPI, le RDR et une certaine frange du PDCI, d'ailleurs, qu'ils ont considéré comme étant des traîtres, ont soutenu ce gouvernement de salut public. Le PDCI n'est pas entré dans sa frange qui avait encore des récriminations contre ce coup d'État. Et d'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup ont considéré à l'époque Fologo comme ayant trahi Bédié. Voyez-vous, parce que il s'est rapproché de Guéhi d'une certaine façon. Et donc, ces partis-là ont soutenu au sein du gouvernement de salut public. Et d'ailleurs, Gbagbo Laurent a dit, parce qu'il réclamait plus de postes. Je me souviens ce jour, j'étais allé avec Thierry Legré rencontrer le général Doué, paix à son âme, pour l'organisation du meeting de soutien au coup d'État qu'on devait faire en plus de celui de Yopougon. On devait en faire un autre au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, avec la FECI, tout a été goupillé, Thierry Legré et autres. Donc, on devait organiser ça. Et d'ailleurs, Guillaume aussi était intéressé. Il avait à l'époque une organisation, il était revenu de France avec une organisation qu'il appelait le FIEF, le Front des étudiants francophones ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, il était intéressé par ça et ça commençait à créer une crise parce que nous, on voulait organiser le meeting de soutien, le giga meeting de soutien. Guillaume était intéressé, donc on s'est réunis avec Charles Bleu Goudé. On a dit, bon, écoutez, Guillaume, ça va, il faut le laisser organiser ça avec les autres. Bon, nous, on laisse, parce que nous, on a déjà organisé le meeting de Yopougon, on laisse. Donc, avec Thierry Legré et autres, on allait voir Doué, il devait nous donner l'orchestre, je crois, de la ville d'Abidjan. Hein. Je crois ils ont la fanfare de la ville d'Abidjan pour les baffles et tout ça. Donc, on a laissé Guillaume organiser. Et donc, quand historiquement, vous voyez Guillaume et les mutins au meeting, on appelait ça le meeting des mutins, hein, au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà comment ça s'est organisé. C'est nous qui avons laissé ce meeting-là se faire parce qu'initialement, c'est nous qui devions organiser ce meeting de soutien que on n'a pas, finalement, on a laissé à Guillaume et aux autres d'organiser. Voilà, donc là où Guillaume dit que avec ce coup d'État, c'est la dictature de Bédié qui vient s'arrêter et autres. Donc voilà, historiquement, je vous situe pour les jeunes, hein, voilà un peu l'histoire. Et mieux, le FPI s'est pas limité à soutenir le CNSP en entrant dans ce gouvernement. Et je vous l'ai dit que ils ont demandé à ce qu'ils aient plus de postes. Et c'est là que Gbagbo a dit, si c'est un coup d'État RDR, qu'on nous le dise. Donc Gbagbo a fait pression pour avoir plus de postes au sein de ce gouvernement d'union nationale, ou je ne sais pas comment Guéhi l'a appelé, hein, gouvernement de CNSP. Voilà comment le FPI rentre dans le gouvernement. Et mieux, le FPI va noyauter le CNSP en faisant entrer Lida Kwasi comme conseiller militaire chargé des affaires de défense. Conseiller chargé des affaires de défense, donc de Guéhi Robert. Il avait son bureau au palais présidentiel, où d'ailleurs nous partions très souvent pour voir et discuter avec Guéhi. Moi, je suis allé en tout cas 2 ou 3 fois, hein, pour discuter avec Guéhi Robert, parce qu'il y a eu certaines crises
au sein du syndicat des étudiants et il a souhaité donc avoir ma version. Donc, voyez-vous, donc aujourd'hui, je suis dérangé que le FPI enseigne à ses enfants, à ses militants, les jeunes, qu'il n'a jamais apporté de soutien à un coup d'État. Il n'a jamais apporté de soutien à une attaque de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Les faits historiques sont là. Appeler ces militants à descendre dans la rue pour faire barrage à une armée loyaliste, c'est un soutien clair à un coup d'État. Si les partis politiques n'avaient pas soutenu le coup d'État de Guy Robert, Bédié serait resté au pouvoir. Parce qu'il y a des pays qui étaient prêts à soutenir Bédié pour qu'il revienne prendre le pouvoir. Les gens nous disent, ceux qui ont fait le coup d'État de 99, c'est eux qui ont fait le coup d'État de 2002. Oui, c'est vrai. En 99, l'armée française était dans la rue. Pour les anciens comme nous, l'armée française patrouillait pour surveiller la chose. Elle avait pris position, clairement. La frange FPI de l'armée, il faut se dire la vérité aussi, parce que l'armée, il y a des franges ethniques, des franges liées à des partis politiques. La frange FPI de l'armée a pris position dans ce coup d'État. La preuve en est que moi, quand j'ai été arrêté dans les événements qui ont suivi, Gueye lui-même ne savait pas ce qui se passait. Puisque j'étais gardé par le capitaine Katenyatoa à Akwedo dans le camp de Gleyi. Le camp de PC Chris, et c'est Gleyi qui était le commandant du camp d'Akwedo. Donc c'est la frange FPI. Et Katenyatoa, c'est lui qui aujourd'hui est en prison, qui voulait faire ce coup d'État venant du Ghana. Et ceux qui nous ont poursuivis à l'époque pour nous traquer, c'était les CKCK, qui étaient à l'époque à la gendarmerie à Cocody. Donc ce sont les mêmes personnes. Quand on parle de frange FPI, donc ce sont des éléments, c'est des choses existantes. Donc c'est cette frange-là qui était solidaire du coup d'État de 99. Et quand il y a le coup d'État de 2002, cette frange-là qui désormais est au pouvoir n'est plus solidaire. Et le FPI n'est plus solidaire. Mais maintenant, qui sont ceux qui sont solidaires du coup d'État de 2002? C'est le RDR et le PDCI. Donc, toute la Côte d'Ivoire était d'accord avec le coup d'État de 2099, sauf le PDCI et ses militants. Comme toute la Côte d'Ivoire était d'accord avec le coup d'État de 2002, sauf le FPI et ses militants. Puisque ce coup d'État a été soutenu après par le PDCI qui s'est prononcé, qui a pris position à Marcoussis pour le camp de ceux qui ont attaqué le régime de Gbagbo. Donc, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits qui sont indéniables. Il faut dire la vérité aux enfants. Il ne faut pas mentir aux jeunes. Il ne faut pas se faire passer pour des gens qui sont blancs comme neige, les messieurs propres de la politique ivoirienne. Ceux qui n'ont jamais versé le sang des Ivoiriens. Sur les cités universitaires, dans le même contexte, des étudiants ont été tués. Ils n'ont pas été tués par des gens aux mains nues. Des étudiants ont été découpés à la machette. Et voilà, nous allons revenir sur ces événements historiques. Donc, le coup d'État de 99, il faut mettre en place une constitution. Doumbia Major prend position pour dire, ben, écoutez, il y a trop de discussions, de disputes au sein des commissions consultatives où j'étais membre, dont j'étais le représentant de la FECI. J'ai dit, bon, il faut que la FECI se retire de ça parce que ce que nous voyons venir, c'est un conflit, ça peut créer une guerre. Donc, il ne faut pas que la FECI soit historiquement impliquée dans ce genre de choses. Parce que le discours de l'ivoirité de Bédié est repris en 2000 par le FPI. Gbagbo qui vient dit « Quiconque touche à un cheveu d'un baoulé aura affaire à moi ». Croyant ainsi mobiliser les baoulés avec lui, parce que Bédié est à l'extérieur, ça l'arrange. Donc, il s'attire la sympathie des baoulés avec ce discours. Et il met en place à l'ex-Haïtassi ce qu'il appelle le front patriotique, avec les Brogrébé, les Fologo et autres, qui reprend le discours de l'ivoirité.
et ajoute à ce discours, adjoint à ce discours un pendant qui est un pendant souverainiste. Donc voilà comment le discours ivoiritaire va migrer pour devenir le discours patriotique. Donc le fond ivoiritaire reste, on ajoute à ce fond patriotique ivoiritaire une onction ou sinon un élément anti-français souverainiste. Donc, c'est ce mélange de ces deux discours qui devient le discours patriotique. Et ce discours patriotique qui maintient l'exclusion de Ouattara, qui continue à présenter Ouattara comme étranger, et un pan entier de la population qui dit on soutient Ouattara comme étant des Ivoiriens de souches douteuses, impures. Et c'est là qu'on parle, à ce moment-là, d'Ivoiriens dont certains sont des fourmis qui meurent avec l'arbre, et d'autres sont des oiseaux qui, lorsque l'arbre a des problèmes et en feu, eux peuvent disparaître. Donc, on continue la catégorisation des Ivoiriens en Ivoiriens purs et impurs. Donc, tous les discours que vous entendrez après, baïgonner, désinsectiser, tout ça part de ce socle-là du discours ivoiritaire repris par le Front patriotique qui continue à présenter Ouattara comme étranger et qui continue à présenter un pan entier de la population comme étranger et qui va même légiférer dans le sens de cette pureté ivoirienne en demandant aux Ivoiriens d'aller dans leur village pour faire leur carte d'identité. Pour pouvoir être reconnu de son identité, chaque Ivoirien doit aller dans son village. Donc on retourne au sol, au sang. Voilà ce discours-là qui est mis en place. Et ça, ce sont des faits historiques. Donc, d'un côté, le FPI, à l'égard de l'international, va se présenter comme panafricain, comme africaniste, comme souverainiste, mais à l'intérieur du pays, va développer dans ses réseaux et même publiquement un discours nationaliste, autochtoniste, du rejet de tout un pan entier de la population dont l'ivoirité est mise en cause et douteuse. Et le rejet de Ouattara, qui a mis en place Bédié, continue où il est exclu de l'élection avec un Gueye Robert qui est manipulé, auquel Gbagbo va faire croire qu'il va le soutenir. Je vais te soutenir, je vais cautionner, exclure Ouattara, parce que, dit-il, les vraies élections auront lieu en 2005. On était en 2000. Voyez-vous comment on utilise Gueye Robert, on le berne d'ailleurs, c'est pourquoi il a appelé Gbagbo après le boulanger, un terme qui d'ailleurs j'avais lancé, hein, vous le trouverez dans les archives quand je parlais de Blé Goudé qui avait roulé le général Gueye Robert dans la farine. Vous trouverez ces archives-là sur ma page Facebook. Donc c'est après ça que Gueye Robert va traiter Gbagbo de boulanger. Hein, pour dire il a roulé aussi dans la farine. Voyez-vous? Et donc, qui a fait croire à Gbagbo, à Gueye, que les vraies élections auraient lieu en 2005. Et donc, il faut faire une élection pour cautionner, légitimer une présence de Gueye à la tête du pays. Et après, il va céder le pouvoir aux politiques. Et donc, c'est Ouattara et Bédié qui étaient donc opposés à ça. On les a écartés. Les Bama Moriféré, tout ça ont été écartés. Gbagbo qui était encore fonctionnaire à l'époque, et la Constitution l'interdisait d'être fonctionnaire et candidat. Donc, sa candidature a été maintenue, mais celle de Moriféré a été rejetée sous ce prétexte-là. Bref, mais c'était une élection pour pouvoir donner cette vernis de légitimité à Gueye Robert. Et une fois que la chose a été verrouillée, à la dernière minute, Gbagbo qui vient à la télé pour dire non, ce n'est pas des fausses élections, ce sont des vraies élections. Moi, je ne vais pas aller servir de vernis de légitimité à Gueye Robert et demande à ses militants d'aller voter et massivement contre Gueye Robert. Blé Goudé qui aussi était dans ce schéma-là, à la dernière minute, va prendre position contre Gueye Robert pour Laurent Gbagbo en disant de voter contre le militaire. Donc voilà comment Gueye Robert se sent trahi. Il a été utilisé pour, comme la main qui a fait le nettoyage, qui a écarté les autres candidats pour donner une élection fantoche où Gbagbo, sachant que Gueye n'étant pas politiquement organisé, il n'a pas de parti et autres, il se faisait d'ailleurs appeler
candidat du peuple, donc va le liquider à la fin des élections, où Gueye dit que lui il est le gagnant. Hein? Et Gbagbo dit non, tu n'es pas le gagnant, il va s'asseoir avec lui, avec les Guy Laberty, des gens du Parti Socialiste, pour dire c'est lui le gagnant. Il n'attend même pas, il conteste pas par les voies de recours qu'il y a. Il s'autoproclame président de la République et il demande au peuple d'entrer dans la rue pour chasser Gueye Robert. Il demande donc à ses militaires proches de lui, la frange FPI de l'armée, de chasser donc Gueye Robert qui a contre lui en ce moment-là le PDCI. Il a contre lui les militaires proches du RDR. Et puis, bon, il a contre lui la frange de l'armée proche du FPI qui veut prendre le pouvoir. Voilà comment les militaires vont se mettre devant les gendarmes et autres et traîner la foule vers le plateau et contrôler finalement les institutions de la République, chasser les militaires avec Boka Yapi à sa tête parce que c'était le dernier carré de fidèles qui étaient restés comme alliés à Gueye Robert. Donc, Boka Yapi et ses éléments de la Brigade Rouge, finalement, la foule, soutenue par des militaires qui prennent donc cette foule-là comme bouclier humain, va chasser Gueye Robert du pouvoir qui va aller dans son village à Gwesesso. Voilà. Donc, voyez-vous, voilà comment Gbagbo prend le pouvoir. Il y a des morts, il y a du sang qui est versé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle d'élections calamiteuses, où il y a deux vainqueurs. Lui, il s'autoproclame et l'autre. Donc, et quand Gbagbo appelle les gens à aller dans la rue, c'est Ali Koulibaly à l'époque, qui était porte-parole du RDR, qui dit, bon, de toutes les façons, ça a été une fausse élection, le pouvoir est dans la rue. Nous demandons à tout le monde, à nos militants aussi de venir dans la rue pour demander la reprise de ces élections pour que notre champion, Ouattara, puisse y participer. Voilà comment tout le monde se trouve dans la rue, croyant que ça va créer des conditions de la reprise des élections. Gbagbo demande à ce que ces gens qui sont dans la rue là soient dégagés, parce que Gueye est parti et les gens sont toujours dans la rue en train de demander la reprise des élections. Ils soient dégagés par l'armée. Voilà comment la gendarmerie et les éléments proches du FPI et proches de Gbagbo vont faire le nettoyage de la rue. Je me souviens, j'étais à l'époque à Bobo derrière Rail. C'était là notre cachette. J'ai vu là-bas des gens qui sont arrivés en jean avec des t-shirts et des kalash pour rafler des gens. Je me souviens encore, à l'époque, ceux qui sont là-bas, il y a un gars qui a reconnu, il avait un singe là-bas, un petit babouin qu'il avait. Le babouin même a détalé avec les bruits des kalash. Et le gars qui est arrivé s'asseoir pour dire, non, il n'y a pas de garçons ici. Il était derrière, donc, dans cette maison, et par la persienne, je le regardais, je me disais, ah, la vie, vraiment, quand tu as une arme, tu penses que tu es immortel, quoi. En jean et en t-shirt pour dire, il n'y a pas de garçon ici. Donc voilà comment ils ont maîtrisé donc la ville. Après, bon, il y a eu les événements du charnier de Yopougon et tout ça qui sont l'objet de polémiques et tout. Et les gens voulaient repartir encore dans la rue. Ils ont fait circuler une rumeur que l'eau des citernes ont été, des châteaux d'eau ont été empoisonnés. Donc, si tu vas à une marche, que tu peux pas boire de l'eau. Donc, il y a cette psychose. Les gens sont restés chez eux. Voilà comment Gbagbo finalement va prendre le pouvoir et s'imposer. Voilà, historiquement, voilà les éléments. Donc aujourd'hui, venez nous dire que Gbagbo n'a jamais soutenu un coup d'État, et le FPI n'a jamais soutenu un coup d'État, Charles Blé Goudé n'a jamais soutenu un coup d'État, alors que monsieur allait déclarer à la RTI qui soutient publiquement le coup d'État, les vidéos sont là. On a reçu Gueye Robert même au campus pour légitimer le coup d'État. Et donc, je trouve que vraiment, c'est fait preuve de mensonges historiques. Et nous, de notre vivant, on ne peut pas accepter que ces mensonges-là se fassent. Parce qu'on ne peut pas faire une réconciliation dans le mensonge. Où il y a des gens qui se font passer pour des gens qui n'ont jamais rien fait de mauvais, qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit dans le pays. Eux, ils sont les messieurs propres de la scène politique ivoirienne. C'est faux. Vous les jeunes, je vous le dis, c'est faux. Nous sommes les témoins vivants. Et ce que j'ai dit, ce sont des faits historiques. Ce que j'ai dit, ce sont des faits historiques. La RTI est là, des gens peuvent aller vérifier. Donc, ces vidéos, ces événements-là sont là. Les preuves sont là. Ceux qui veulent faire de l'histoire peuvent aller fouiller dans les archives des journaux.
ils vont retrouver ces faits-là. Et c'est ce coup d'État, cette ivoirité de Bédié qui continue jusqu'en 2000 avec l'exclusion de Ouattara. Donc cette ivoirité qui va entraîner le coup d'État de 99, c'est cette même ivoirité auquel on a adjoint une dimension souverainiste dit et panafricaine qui en réalité n'est que du panafricanisme de façade. C'est ça qui va entraîner encore avec la continuation de l'exclusion de Ouattara le coup d'État de 2002. Coup d'État soutenu cette fois par Bédié qui lui s'est senti trahi par Gbagbo en 99. Donc qui se venge de Gbagbo qu'il voit comme un traître, qu'il voit comme quelqu'un qui l'a trahi. Parce qu'en 99, il était très avancé dans sa collaboration avec Bédié. Il partait jouer au piano à la RTI. Et donc, Bédié voit ça comme une trahison. Gbagbo a profité de son conflit avec le RDR, avec Ouattara, pour l'entuber d'une certaine façon. Et donc, quand lui, il a l'occasion, en 2002, d'entuber Gbagbo, ben écoutez, il ne se fait pas prier. Il y va de la manière la plus inacceptable possible par Gbagbo et le FPI, que eux le voient en lui le traite désormais. Mais non, il y a eu des trahisons. Avant cette trahison, c'est comme les opposants estiment que Gbagbo a trahi en 90, parce que eux voulaient qu'on fasse partie Bédié et Oufoué par la rue. Et quand après Gbagbo refuse d'être candidat avec le Front républicain, Bédié se venge en acceptant d'aller cautionner l'élection de Bédié. Voilà. Donc, les gens ne sont pas blancs comme neige, où il y a d'un côté des gens qui, eux, voilà, eux n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais trahi, ils n'ont jamais trahi leurs camarades, ils sont tout propres. Et non, non. Écoutez bien souvent quand Maurice Ferré parle de certaines choses, des trahisons et de tout. Ce sont des compagnons de lutte. Ils savent ce qui se sont fait entre eux. Voilà. Alors, parlant des gens qui disent ils sont blancs comme neige, j'ai cité les événements qui sont passés sur les campus. Je suis un témoin, je suis un acteur. Les gens, parce que nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord que la FESI aille cautionner historiquement ce qui s'est passé au niveau comment ils appelaient ça, de la commission consultative constitutionnelle et électorale, parce qu'on a écrit aussi le code électoral et la constitution. Donc Doumbia a été blacklisté. On a présenté Doumbia comme celui qui était contre, donc, ce soutien à l'alliance CNSP-FPI. Voilà comment on m'a taxé de RDR. On m'a taxé de manipuler. On a même fait croire que j'avais reçu des millions de Ouattara. Et ils sont allés dire à Guy Robert que je voulais même faire un coup d'État à partir de l'université. Alors que je demandais que la FESI soit neutre et qu'elle ne se prononce pas dans la crise, ne prenne pas position pour un camp ou un autre. Parce que j'estimais que sa base était composite et plurielle. Et que historiquement, elle ne devait pas cautionner ce qui s'est passé au niveau de cette constitution. Donc Doumbia a été blacklisté. Doumbia a été présenté comme l'homme à battre. On a commencé à créer des diffamations contre Doumbia. Tous ceux qui ont soutenu Doumbia Major à l'époque ont été attaqués, pour certains tués. Donc moi, je démissionne donc de la FESI le 8 mai. Je dis que je ne me reconnais plus dans ce qui s'est fait, dans la ligne. Je prends donc du recul pour aller rejoindre mon poste de fonctionnaire et faire autre chose de ma vie. Voilà comment je signe une lettre que tous les journaux reçoivent. Historiquement aussi, ça, ce sont des faits qui peuvent être vérifiés. Ça est dans les journaux. Certains décident de publier. Les journaux bleus à l'époque refusent de publier parce qu'ils sont dans cette alliance FESI, désormais qui soutient le FPI et le CNSP pour exclure les autres. Voilà comment Doumbia va être blacklisté. On va commencer à diffamer Doumbia, écrire des mensonges. Les secrétaires généraux de section de la FESI vont se réunir pour dire Doumbia a raison. Et donc, comme Charles est en train d'envoyer la FESI dans un soutien
aveugle et sans l'accord des autres membres vers donc le FPI et le CNSP, eux, ils décident de la suspension du bureau national, d'ailleurs dont Doumbia fait partie, pour mettre en place un collectif des secrétaires généraux qui appelle à un congrès pour plancher sur la question de la ligne, de l'orientation nouvelle que la FECI est en train de prendre. Donc, tous ces secrétaires généraux organisés en collectif, dont Maya Dominique, Soumaoro Saï, les Fergessi et autres, étaient donc les leaders, décident que le bureau national, dont moi-même j'ai fait membre, est suspendu. Et Charles refuse donc d'accepter cette suspension. Appuyé donc par le FPI qu'il soutient, il décide de écarter, de nettoyer les résidences universitaires de toutes ces personnes-là qui ont pris position dans le collectif des secrétaires généraux et dans le collectif de la coordination des grandes écoles, des lycées, collèges et des grandes écoles pour dire non à l'inféodation de la FECI qui soutient un parti politique. Voilà donc. Koulibaly Youssouf, d'ailleurs, était membre, il dit il était là. Bon. Qui est secrétaire général, les Samko, Zari Daniel et autres. Salut à toi, Koulibaly Youssouf. J'ai appris que tu es en Italie maintenant. Toutes mes salutations. Voyez-vous. Donc, ce collectif des secrétaires généraux décide moi-même de me dégommer. D'ailleurs, j'avais démissionné, puisque tu ne peux pas dégommer quelqu'un qui n'est plus là, mais de suspendre le bureau national. Et donc, on décide que, en tout cas ils décident, ils vont voir Doué et les autres membres du CNSP pour dire, ben en réalité Doumbia il est manipulé par le RDR, il aura reçu 20 millions du RDR pour déstabiliser la République et mettre le RDR au pouvoir parce que déjà il n'est pas content qu'on ait écarté Ouattara qui serait son frère. Voilà comment commence la traque contre Doumbia Major. Et voilà comment commence la traque contre tous les secrétaires généraux qui demande la neutralité de la FECI. Bien entendu, parmi ces secrétaires généraux, il y avait des membres du RDR, pour certains, ceux du PDC, pour certains, ceux du PPS ou du PIT, mais ils ne voulaient pas que la FECI prenne position contre leur parti politique. Ce qui est naturel et normal. Alors on décide de les dégommer et de les remplacer par des militants du FPI. Voilà comment les sections sont attaquées avec une partie de l'armée franche du FPI, les CKCK et autres, qui devient le fer de lance de ce combat contre les étudiants qui disent non à l'inféodation de la FECI. Dieu seul sait comment les gens ont été massacrés, qui prenaient donc sa brigade comme tête de pont pour aller neutraliser les étudiants, les responsables de section, et on livrait ces responsables de section à donc ces militants-là qui venaient les découper à la machette. Voilà comment des étudiants ont été découpés à la machette. Voilà comment des étudiants ont été tués. Voilà comment des étudiants ont été défenestrés. Et la liste de ces étudiants-là est connue. Qui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, peut donner le nom d'un seul étudiant qui a été tué par un proche de Doumbia Major? Ça n'existe pas. Ce n'est que de la haine que les gens peuvent véhiculer. Mais personne ne peut dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voilà, Bakayoko Memissa, tel, Habib Dodo, autant, qui a été tué par des proches de Doumbia Major. Ça n'existe pas. Tout ce qu'ils ont écrit sur moi, c'était des mensonges. C'était de la diffamation. C'était du dénigrement. C'était du discrédit. Tout. Les faits sont là aujourd'hui. On peut vérifier. Il n'y a pas un seul étudiant en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, une seule famille en Côte d'Ivoire qui peut dire Doumbia Major a tué notre enfant. Pourtant, ceux qui sont morts sont connus. Ceux qui ont été découpés à la machette sont connus. Les événements, les attaques du campus universitaire, du restaurant du campus universitaire, ce jeudi noir, qui a vu les doigts de Boisbré découpés, Thierry Zo, et comment on appelle lui qui est aujourd'hui au niveau de la région, du conseil régional du Boukani, Yen Philippe. Ils sont tous vivants. Pour certains, d'autres sont morts. Mais ils peuvent témoigner. Ils ont désigné qui les a attaqués. Comment les gens se sont organisés du bureau de Gossieux Marcel, qui était à l'époque directeur du CRU, pour attaquer ces gens-là en plein restaurant universitaire transformés en mare de sang. Des gens qui disent ont la même propre. Mais ce sont des événements historiques, on ne peut pas les nier. On appelait ça le jeudi sanglant.
Comment tu peux prétendre être propre alors que tu as tué des humains? Toi, tu n'as jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien fait. Pourtant, vous avez des chapelets de morts sur votre parcours. Aujourd'hui, ceux qui parlent, nous avons des témoignages de leur propre camp qui nous disent comment ils sont allés attaquer la cité de Port-Boué avec des armes. Et qui sont ceux qui sont attaqués? Certains aujourd'hui sont dans l'administration de Côte d'Ivoire. Les témoignages historiques sont là. Gardez. Ce sont des faits. Moi-même, pour me diaboliser, pour pousser même à mon assassinat. Ils sont allés dire que j'ai attaqué un étudiant avec une arme. Cet étudiant est passé à la télé pour témoigner contre moi alors que j'étais chez Ibrahim Lopo qui est encore vivant. Il dirige l'administration de Côte d'Ivoire, la modernisation, le directeur de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire. J'étais chez lui à Yamoussoukro. Il doit peut-être être en ligne, peut témoigner. Lorsque je vois quelqu'un à la télé pour dire Doumbia Major vient de me poursuivre avec une arme. Voilà comment on diabolise les gens. On fait passer des gens pour des monstres pour qu'on les tue. J'ai été victime de ça. J'ai été arrêté combien de fois, torturé. Mis des fourmis manières sur mon corps. À l'école de gendarmerie, à la brigade de recherche, à Agban. Où je dormais à même le sol, on me met nu pour que je dorme sur la dalle fraîche. J'ai vécu tout ça. On m'a fait ramper dans des pneus bourrés de fourmis manières. J'ai rampé dans les caniveaux du commandement supérieur. Des gens qui ont fait tout ça, eux aujourd'hui sont des combattants aux mains nues, n'ont jamais rien fait de mal à qui que ce soit. On me nourrissait de sardines à Akwedo, jusqu'à aujourd'hui au point où je ne mange plus de sardines. Voyez-vous? Donc, ce sont des faits historiques. Mais qui aujourd'hui peut dire Doumbia Major? J'ai dit aux gens du FPI, vous êtes restés au pouvoir pendant plus de 10 ans. Vous aviez l'administration, la justice, la police, tout ça sous vos ordres. La justice. Mais pourquoi vous n'avez pas pu sortir un seul élément pour dire voilà un acte que Doumbia Major a fait et sur la base de ça, lancer la justice pour me faire arrêter? Chaque fois que j'ai été arrêté, même à titre préventif, on vient m'arrêter comme ça chez moi. Il n'y a jamais rien, on m'envoie souvent devant les tribunaux. Je suis passé devant des juges d'instruction, ils m'ont toujours relâché. Pas parce que j'avais un parent dans l'administration judiciaire ou quelque part, mais parce que j'étais innocent. Ça, ce sont des faits historiques. Donc, c'est facile de venir raconter des choses. C'est facile de venir accuser les gens de ceci, de cela, de toujours se faire passer pour les gens qui sont les messieurs propres, les gens qui n'ont rien fait. Mais Bakayoko Memissa est mort. C'est pas au menu qu'il est mort. Kwasi Hervé est mort. C'est pas au menu qu'il est mort. Kinyelma est mort. C'est pas au menu. Moudlaï est mort. Habib Dodo est mort. Ainsi de suite. Ce sont des faits, ce sont des vérités historiques. Il faut se dire la vérité dans ce pays une fois pour de bon. Les jeunes qui sont là, qui ne savent rien, ils ont 18 ans, ils n'étaient pas nés au moment des faits. Il ne faut pas mentir à ces enfants. Il ne faut pas mentir à nos enfants. Dites la vérité. Nous voulons la réconciliation, mais une réconciliation dans la vérité. Nous avons pardonné, moi j'ai pardonné. Après tout ce que je vous raconte, tout ce que j'ai vécu, quand je vous dis que j'ai pardonné, vous pouvez mesurer la force de mon caractère, ma force morale. Après avoir vécu tout ça, on pardonne. Pouvoir pardonner ça, c'est une force de caractère qu'il faut avoir. C'est une force morale qu'il faut avoir. Si j'étais quelqu'un qui vivait de haine, je me serais vengé. Ceux qui ont tué mes proches, ceux qui ont tué mes amis, ceux qui ont défenestré mes gars. Voilà Zadi Daniel Samko, il est député. Il a été le premier découpé dans cette affaire, défenestré, Théo. Et encore vivant. J'aurais pu dire à tous ces gars-là, c'est l'heure de notre vengeance, mais j'ai pardonné. Je vais même m'asseoir avec ceux qui m'ont fait tout ça pour manger et autres. J'ai pardonné. Nous avons pardonné. J'ai été moi dans cet environnement de violence, de mensonges, de diffamation, contraint à l'exil. J'ai laissé mes proches et autres. Il y en a qui vivent l'exil aujourd'hui. On parle d'exilés, mais nous, là, on a été les premiers exilés. Dans la violence, on a vu nos amis mourir. On était obligés de partir.
Moi, au Ghana, à Kokomlemle, où certains sont, j'ai été le premier à dormir à Kokomlemle là-bas. Vous n'étiez pas encore là? 2000 et autres. C'est aujourd'hui que vous connaissez ça, l'exil. Nous, on a laissé nos enfants, nos proches, nos amis, nos familles, pour partir. Ça fait mal, l'exil. L'exil est rupture, l'exil est violence. L'exil est quelque chose où tu n'arrives jamais à t'insérer socialement. Parce que tu te dis, je suis parti contre mon gré. Mais c'est ça. C'est ça. Mais il faut pardonner. Il ne faut pas vivre dans la haine permanente, dans la récrimination permanente, en se faisant passer pour la victime permanente. On n'a rien fait. C'est les autres qui ont tout fait contre nous. C'est les autres qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Le vocable même, c'est-à-dire que quand on a affaire à eux, eux ils deviennent la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est eux qui attaquent les autres, non, c'est normal. Les autres sont des animaux, des sous-hommes. Ils considèrent les autres comme des sous-hommes. Comme des gens qui ne méritent même pas d'exister, qui n'ont pas droit aux emplois, qui n'ont droit à rien, qui doivent être dominés. Donc quand on leur fait du mal, ils doivent rester ils doivent même accepter et glorifier ceux qui leur font du mal. C'est-à-dire, c'est des gens qui te maltraitent, ils te torturent, tuent tes amis, te conduisent en exil. Le jour où ils ont des bobos, des problèmes avec quelqu'un, ils disent non, tu as participé, tu as été contre ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ne disent pas ceux qui nous ont attaqués, eux ils sont la Côte d'Ivoire, eux ils sont la République. Mais ce que eux ils ont fait pour que les autres soient dans cette situation-là, eux non, ils oublient ça, ils deviennent amnésiques. Comme Tibus l'a dit, mon ami Tibus Kofi, ils deviennent myopes. Ils sont soudainement frappés de myopie quand il s'agit de regarder leurs propres actes. Moi, je ne mange avec personne. Je ne mange pas avec Ouattara. Je ne mange pas avec qui que ce soit le régime. Je n'ai jamais mangé avec qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Celui qui dit tu témoignes au moment où tu manges avec les bourreaux. Je n'ai jamais mangé avec qui que ce soit. J'ai pris des positions intellectuelles. Mais je n'ai jamais participé à quoi que ce soit. Ouattara m'a jamais donné 5 francs. J'ai jamais demandé un poste à Ouattara. Même mon poste d'enseignant à l'université, dont j'ai validé les étapes écrites, m'ont été refusés même par ce régime qui est là. Donc vous ne pouvez pas dire que moi, j'ai bénéficié de quoi que ce soit de ce régime. Je suis allé en exil, dans mon exil. Je travaillais pour faire des cours. Jusqu'au doctorat, j'ai pas eu de bourse comme les autres qui ont été remerciés avec des bourses présidentielles pour leur soutien à un parti politique. Les Bleus ont eu des bourses présidentielles pour aller à Manchester. Les Damana Picasso ont eu des bourses présidentielles. Les autres ont eu des bourses présidentielles. Moi, je travaillais chez Groupama. Je travaillais comme éducateur. Souvent, je travaille la nuit. Je viens faire des études la journée. Donc, personne ne m'a soutenu dans mon exil. Ouattara, il est vivant. Il ne m'a jamais rien donné comme million pour aller faire quoi que ce soit ou me payer un jour de loyer. J'ai fini mes études, ce n'est pas eux qui me nourrissent. Quand je vais à Abidjan, je paye mon billet d'avion pour aller à Abidjan. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi. Oui, j'ai pris position historiquement contre ceux qui m'ont contraint en exil. J'ai pris position. Mais en même temps, je suis un intellectuel. Quand des actes qui sont posés ne cadrent pas avec mes valeurs, je suis capable de rupture. Et à des moments donnés, j'ai fait de la rupture. Mais j'ai continué mon combat. C'est ça aussi. J'ai continué mon combat. J'ai continué la lutte. J'ai continué à défendre la vérité. Même quand ça arrangeait ceux qui m'ont fait torturer. Quand les Ouattara ont pris le pouvoir, c'est vrai, j'ai pris position. Mais j'ai été le premier, vous pouvez fouiller sur ma page Facebook, à dire de ne pas faire du mal aux militants du FPI. Le premier, vous pouvez aller vérifier. Je me suis mis à dos les gens du régime. J'aurais pu aller bouffer, comme vous dites, avec eux. Mais je me suis mis à dos en prenant position intellectuellement, par principe, pour défendre les droits des gens du FPI. Mais pourtant, qui m'avaient fait torturer, qui m'avaient mis des fourmis manières, si j'étais quelqu'un, un homme de haine, j'aurais dit c'est bien fait pour eux. J'ai été le premier à m'insurger contre le fait qu'on fasse pomper les push-ups. Contre on fasse pomper à Finguessan et le fils de Laurent Gbagbo à Bouna. J'ai mis Mourou à dos. Mourou, qui est quelqu'un qui a des armes. Je me le suis mis à dos
J'ai mis les gens du RDR à dos. J'aurais pu entrer dans un schéma de collaboration en me disant, bon, c'est bien fait pour eux, mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un homme de vérité. Je suis un homme qui se bat pour la réconciliation. Je suis un homme qui se bat pour l'unité. Je suis un homme qui se bat pour l'égalité entre les Ivoiriens. C'est pourquoi hier, je n'étais pas d'accord avec l'exclusion de Ouattara. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec un certain discours de Ouattara et je le fais savoir. Quitte à être blacklisté par le régime. Mes prises de position ont fait qu'à un moment donné, des gens de ce régime-là même ont voulu me faire extrader, me faire arrêter et m'emprisonner depuis le Congo et même depuis la France. Il y a des témoins qui sont là. Voyez-vous, c'est cela aussi. Il faut être un homme de conviction et de vérité. Je me suis battu pour la vérité. Je me bats toujours pour la vérité. Je me bats toujours pour la réconciliation. Je me bats toujours pour l'unité de la nation. Parce que pour moi, c'est primordial. Mais il faut arrêter, à un moment donné, de vouloir une réconciliation en se disant non, la faute c'est que les autres. Non. Les autres ont fait une faute. La guerre n'est jamais une bonne chose dans un pays. Il faut éviter la guerre. Il faut éviter les violences. Mais la première guerre dans un pays, ça commence par le discours. Ça commence par la haine. Ça commence par l'exclusion. Ça commence par le fait de prendre tout et de priver les autres de tout. Ça commence par le fait de penser qu'on est rusé. On fait du mal aux gens et on va maquiller par la vérité. Mais on est tous allés à l'école. Souvent, on allait à l'école plus que vous. Donc, vous ne pouvez pas nous entuber avec du verbe. Souvent, on allait à l'école, vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un. Donc, on va maquiller les choses avec le discours. Non, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Alors, il faut, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut aller à la réconciliation de manière sincère. Il faut aller à la réconciliation de manière sincère. Hier, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien. On a créé les conditions de la guerre. On a créé les conditions de la conflagration que nous avons connue. Les gens ont tué des amis des gens. Et puis vous ne voulez pas que les gens réagissent. Quand ils réagissent, c'est eux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Pas vos ennemis, hein. Vous devenez subitement la Côte d'Ivoire. Mais quand vous agissez contre des moutons, contre des animaux, des gens que vous minimisez, des insectes. Il faut désinfecter, il faut les bâillonner. Non, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Quand on veut construire une nation, la nation se construit dans la vérité, dans la sincérité, pas dans la ruse, pas dans la manipulation. On prend des gens dans la haine tribale. On les regroupe sur la base tribale et on ment à ces personnes. Non. Tant que vous allez continuer dans des sectes, à mentir, à ne pas dire la vérité, à vous faire passer pour des gens qui n'ont jamais rien fait, vous n'allez pas obtenir la réconciliation parce que vous voulez la réconciliation dans la soumission des autres, dans la flagellation des autres, dans l'autoflagellation. Eux doivent accepter d'être les mauvais, les ennemis du pays, et puis vous allez être les blancs, comme neige dans le pays. Mais qui va accepter telle réconciliation? Ou vous n'avez jamais rien fait, alors que vous avez tué les amis des gens. Vous avez tué leurs frères, vous avez tué les parents des gens. Quand je parle là, je cite des noms des gens qui ont été tués avant qu'il y ait tous ces événements qu'on déplore aujourd'hui. Alors calmons-nous, on va à la vraie réconciliation. Dans la paix, dans la vérité, dans le pardon, pas dans la récrimination et la haine. Vous éduquez vos enfants dans la haine. Vous mentez à vos enfants. Comment vous pouvez aller à une réconciliation dans un pays, dans le mensonge à vos enfants? Vous éduquez vos enfants dans le mensonge. Vous ne dites jamais à vos enfants ce que vous avez fait. C'est vous qui avez été victime. Vous ne dites jamais à vos enfants le discours que vous avez utilisé pour exclure les gens dans leur propre pays. C'est vous qui êtes les victimes. Vous ne dites jamais à vos enfants la catégorisation des Ivoiriens que vous avez orchestré, que vous avez rendu dominant dans le discours national pour diviser le pays, pour faire de certains Ivoiriens des sous-Ivoiriens. Et vous voulez que ceux-là croisent les bras pour vous regarder, mais
ils lutteront contre vous dans une guerre sainte. C'est une guerre sainte. Ça. Si quelqu'un te rabaisse au rang d'animal, combat-le. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Combat-le jusqu'à ce que ta dignité soit respectée. Si quelqu'un dit que toi tu es un animal dans ton pays et qu'il te considère comme un sous-homme, si tu acceptes, c'est que tu es né esclave. Si tu acceptes, c'est que tu es né esclave, c'est que tu es indigne. Combat cet individu. Combat-le avec acharnement par tous les moyens humainement possibles jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu es un humain comme lui et qu'il doit te respecter, qu'il doit te respecter ta dignité d'homme. Faut pas rabaisser les gens. Dieu nous a fait égaux. L'esclavage est interdit. Toi, tu n'es pas un humain plus que quelqu'un. Tu es né avec deux cerveaux. Toi, tu vas considérer un de tes compatriotes comme un sous-humain, un sous-homme. Et puis lui va accepter ça, croiser les bras pour dire, oui, toi, tu es beau. Vous avez vu ça où? Mettre des gens dans l'autoflagellation, dans la culpabilité de leur identité. C'est vous qui avez les compteurs pour juger de la pureté nationale des uns et des autres, qui n'ont pas droit à être président, qui n'ont pas droit à des emplois, qui n'ont pas droit à avoir des commerces, pendant que vous n'avez rien. Mettez-vous au travail. Reconnaissez-leur des droits comme vous. Brillez face à eux par vos compétences et vos aptitudes. Et ne cherchez pas cette manière gauche d'exclure les gens sur la base des critères identitaires. Jugez les gens par ce qu'ils font et non par ce qu'ils sont. Vous jugez les gens par leur sang. Vous voulez exclure les gens par leur sang. Et ils vont se croiser les bras pour vous attendre et vous laisser faire. Mais vous êtes des idiots finis, des rêveurs. Ils vont se battre. Ça, il faut le mettre dans votre tête une fois pour de bon, que ça rentre dans vos cerveaux et que vous construisez la réconciliation sur la base de cette vérité qui est indéniable, une vérité vraie. Et quiconque mène le combat pour sa dignité, mène le bon combat. Et moi, je ne soutiendrai jamais quelqu'un qui se laisse marcher dessus, marcher sa dignité d'humain dessus. Moi, je ne soutiendrai jamais. Celui qui se bat, qui est né dans ton pays, qui est ivoirien comme lui, et te dit que tu n'as pas droit à un emploi parce que toi, tu as une peau libanaise, tu as une peau d'arabe, tu as un truc. Mais la nationalité, ce n'est pas lié à la race ni à l'origine de qui que ce soit. C'est juridique. Il a le même droit que toi. Respecte-le. Si tu lui marches dessus, s'il te combat, moi je n'irai pas te défendre. C'est cela la réalité. Il faut vous respecter. Respectez les autres. Respectez les autres. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ce pays. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas se mentir dans une hypocrisie. L'hypocrisie permanente. On ne peut pas accepter ça. Le mensonge permanent. La manipulation de la vérité. Des demi-vérités. Il faut arrêter. Il faut reconnaître ce que vous avez fait. Il faut reconnaître votre discours. Les Odette Lorignon qui sont toujours dans les discours de haine alors que ces enfants sont assis à Paris, à Lyon et autres, mais qui incitent toujours à la haine, qui catégorisent les Ivoiriens, qui sont dans des discours régionalistes. Les Gonds sont venus nous trouver ici, c'est ici que ils sont venus nous trouver, on était déjà propres. C'est eux qui sont venus se laver en Côte d'Ivoire. Toi, tu es plus ivoirienne que Gond. Eux, ils se promènent partout pour faire les meetings. Ils nous interdisent de faire des meetings ailleurs. Mais toi, tu es plus ivoirienne, toi, tu es plus propre que Gond. Eux, ils sont sales. Regardez ces idées, ceux qui sont souillants. Ils souillent la Côte d'Ivoire. Ils sont venus nous trouver, nous, on est propres. Eux, ils sont sales. Avec ces discours comme ça, comment vous voulez pas que des gens prennent des armes pour vous casser la gueule? Comment vous voulez pas que des gens prennent des armes pour vous casser la gueule? Et après, vous allez trouver que non, vous êtes victime. Mais ton discours là est très violent. C'est un discours de guerre que tu viens de lancer comme ça. Ça, il faut le comprendre. C'est un discours de guerre. C'est avec ce discours-là qu'on met le feu aux nations. La parole là, elle est dangereuse. La parole, elle est dangereuse. La parole crée, mais la parole détruit. Et c'est écrit. Évitez donc les paroles qui détruisent. Après, pour vous faire passer pour des victimes. Nous, on se bat. On se bat tous les jours contre le rattrapage ethnique, contre des comportements ceci, contre le pillage de nos ressources. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas nous-mêmes créé les conditions qui font que certains aujourd'hui profitent de nos conflits-là pour eux s'enrichir, pour vendre ceci, pour faire cela. Tout ce que vous reprochez objectivement là, est-ce que vous n'avez pas participé à la création des conditions qui ont fait que ça c'est possible aujourd'hui? Faisons notre mea culpa. Faisons notre aggiornamento. Chacun doit se dire, quelque part j'ai fauté. Et c'est sur la base de cette vérité
qu'on construit la nation. C'est sur la base de la vérité, pas du mensonge à soi-même. Mentir à soi-même, c'est la pire des choses qu'un homme peut faire pour éviter que lui-même parte de l'avant. Et dans une nation, quand des gens mentent à eux-mêmes, ils deviennent un danger pour la nation. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Construisons la paix. Nous qui sommes là, nous avons pardonné. Moi, j'ai pardonné. Je me suis levé pour aller jusqu'à la haie. Pour aller voir Charles, pour aller voir truc. Mais pourtant, il y a des chapelets de morts derrière. J'ai pardonné. Je regarde devant. On veut construire une nation. On veut construire un pays. On veut se pardonner. On veut que chaque enfant de la nation ait les mêmes chances que les autres enfants de la nation. On veut créer les conditions du développement. Les industries, pour que chacun ait un travail. L'égalité des chances. Que chacun ait accès à l'école gratuite. Que chacun ait accès à l'eau potable. Que les gens puissent se soigner et vivre le plus longtemps possible avant de partir vers l'au-delà. On veut un bonheur pour chaque Ivoirien. Mais pas un regroupement dans des tribus pour exclure les autres du bonheur. Ceux-là n'ont pas le droit au bonheur. Ceux-là, ils sont sales. Ceux-là, ils sont impurs. Ceux-là, c'est nous. Ils sont venus nous trouver. Nous, on savait déjà se laver. Ça, c'est quoi ça comme discours politique? C'est avec ça, là, que vous voulez prendre la direction d'un pays pour reproduire, continuer ce genre de discours de haine? Mais non. Mais non. Revoyez-vous. C'est pourquoi d'ailleurs je salue aujourd'hui Afi-N'Guessan Pascal, cette frange-là, où il y a un discours où on sent que les gens ont réfléchi pour dire, ah, vraiment, on a fait des choses qui n'étaient pas bien, revoyons-nous pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Eux, là, ils réfléchissent comme ça. Eux, on le voit dans leurs écrits, on le voit dans leurs discours. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Et ça, on ne peut que le saluer. On ne peut que le saluer. Mais il y a certains qui n'ont jamais rien fait. Il y a certains qui sont blancs comme neige. Il y a certains qui sont propres, immaculés, conception. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Vous voulez qu'elle réconcilie. Donc, vous voulez que les autres, là, partent dans l'autoflagellation. Eux-mêmes, là, ils sont dans une culpabilité permanente. En disant, bon, ceux-là, comme ils ont la bouche pour parler, bon, eux nous ont fait des choses, mais on ne parle pas de ça. Mais on parle uniquement de ce que nous, on a fait. C'est nous, on va demander pardon. Mais qui va te demander pardon? Toi, tu as dit à quelqu'un, lui n'est pas ivoirien, il n'a pas de pays. Il n'a même pas le droit à être président, il n'a pas le droit même à un emploi. Quand il a même sa boutique, tu es contre lui. Et que tu es prêt même à mettre croix sur sa maison pour aller le chasser. Lui, il a dit, si c'est ça là, mon ami, on va brûler le pays, on va se mélanger. Et puis, il y a eu palabre. Le palabre là, toi, tu as pris des coups dessus. Et tu dis, non, c'est lui qui doit demander pardon. Mais toi-même là, tu ne demandes pas pardon aussi. Ça veut dire que si demain tu es aux affaires, tu vas continuer encore à tenir ce même discours. Et tu veux que lui te donne le pouvoir. Ses enfants te donnent le pouvoir. Et toi, tu dis à tes enfants que toi, tu n'as rien fait. Et que tu éduques tes enfants en disant, c'est lui qui a fait tout. C'est lui qui est mauvais. C'est lui l'ennemi de la Côte d'Ivoire. L'ennemi du village. Mais toi, ce que tu lui as dit là, toi, pour toi, ça, c'est rien quoi. Tu minimises ça. Tu es myope quand il s'agit de parler de tes problèmes et tu deviens suffisamment quelqu'un qui a une acuité visuelle de 10 sur 10 quand il s'agit de parler des problèmes des autres. On ne peut pas construire une nation dans le mensonge historique. On ne peut pas construire une nation dans la ruse permanente. Tu peux ruser, mais les gens sauront. Les gens découvriront tôt ou tard. Tu peux entuber quelqu'un, mais après, la personne saura. Donc, voilà. Je voudrais donc vous demander, publiez cette vidéo, publiez-la massivement pour instruire nos enfants, les jeunes de 20 ans, là, 18 ans et autres, qui ne savaient pas les faire, pour qu'ils puissent savoir. Ce sont des témoignages historiques des gens qui ont vécu ces faits. Pour qu'ils connaissent la vérité. Pourquoi on ne les culpabilise pas de manière permanente? Ils sont dans la culpabilité, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait à leur père, et on dit que ce sont leurs parents qui sont les mauvais. Mais leurs parents ne leur disent pas ce qu'eux ont subi. Il faut informer ces jeunes-là. Nous sommes là pour ça, pour dire la vérité. La Côte d'Ivoire se construira dans la vérité. Nos enfants vivront ensemble parce qu'ils auront connu la vérité. Ce que ton père a fait au père de l'autre là. Avant que le père de l'autre ne agisse comme ça.
Il faut que les uns et les autres sachent. Pour dire, ah, c'était ça. Ah, comment ça s'est fait? Donc, je ne suis pas le seul fautif dans ça. Et c'est comme ça qu'on construit une nation. Mais on ne construit pas une nation où on culpabilise les autres. Et puis bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, vous allez reprendre. Si on vous laisse là, ça veut dire demain, vous allez reprendre ce même discours. Ça veut dire demain, vous allez considérer que ceux-là, ce sont des sous-hommes dans leur propre pays. Tellement vous, vous êtes des humains. Eux, c'est des sous-hommes. Il faut vous poser la question. Il faut vous poser des questions. À un moment donné, ça veut dire... L'intelligence là doit vous amener à vous poser des questions. Bon, pourquoi dans cette affaire-là, personne ne nous a soutenus? Pourquoi personne ne nous a soutenus? Dans la sous-région et autres, les gens qui sont les plus proches de nous, là, pourquoi personne ne nous a soutenus? Parce qu'ils ont leurs compatriotes là-bas qui ont vécu des choses. Mais pourquoi ce sont les Congolais, les gens qui sont loin, les Camerounais qui nous ont soutenus? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ce sont des faits. Ça aussi, c'est simple. On tient des discours pour l'étranger. On tient des discours au niveau officiel. Mais les faits, là, les gens qui vivent là, eux savent ce qu'ils vivent. Même si beaucoup ne sont pas scolarisés, n'ont pas cet art oratoire pour pouvoir s'exprimer ou pour pouvoir apporter la contradiction. Mais ils le vivent. Ce sont des vérités historiques. Voilà, donc, chers compatriotes, des choses que je tenais à apporter aujourd'hui pour l'éclairage des uns et des autres. Nous voulons la paix. Nous voulons la réconciliation. C'est moi qui me bats pour demander l'amnistie pour les prisonniers politiques, les prisonniers de la crise. C'est moi qui me bats pour le retour des exilés. C'est moi qui me bats pour l'unité de la nation. Quand vous avez connu la guerre, quand vous avez connu la souffrance, vous l'évitez. Souvent, c'est ceux qui n'ont pas connu ces souffrances-là, ces difficultés, l'exclusion, la torture et autres. C'est eux qui sont contents qu'on torture les autres. Mais quand vous avez vécu ça, chaque fois que vous voyez quelqu'un vivre la torture, vous vous remémorez ce que vous-même vous avez vécu. Vous dites plus jamais ça. Et moi, je dis plus jamais ça. Je me bats pour la paix. Je me bats pour la réconciliation. Mais tout ça dans la vérité. Il ne faut pas qu'il y ait certains qui pensent qu'on va vers eux. Hein? Les Doumbia Major, là, c'est nous qui les avons acceptés hein, dans notre camp. C'est-à-dire, eux ne se remettent pas en cause jusque-là. Même quand tu veux lutter avec eux, ils font croire à leurs gens que eux n'ont rien fait, mais c'est eux qui t'acceptent. Vous acceptez qui? Qui a besoin de votre acceptation? On dit de faire la réconciliation. Non, c'est nous qui avons pardonné. Vous avez pardonné quoi? Et ce que vous avez fait là, vous n'avez pas pardonné. C'est nous aussi qui vous avons pardonné. Pardonnons-nous mutuellement pour construire la paix. Une nation de vérité. Une nation où on développe pour chacun. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut. Donc, je voudrais vous inviter à la paix. Je voudrais vous inviter à la réconciliation. Je voudrais vous inviter à la construction d'une nation prospère avec un développement qui profite à tous. Un bonheur partagé. Une nation où chaque Ivoirien est vu comme un autre nous-mêmes qu'on respecte, dont on respecte la dignité, dont on respecte les droits. Une nation où les richesses profitent à tout le monde. Pour créer le bonheur pour chacun. Pour faire en sorte que les gens vivent le plus longtemps possible avec une espérance de vie longue. Où ce n'est pas uniquement des leaders tribaux qui profitent de nos divisions. Parce que tant qu'on est divisé, les gens profiteront de cette division-là. Les gens vont s'enrichir toujours sur nos divisions. Tant qu'il y a cette haine, tant qu'on adhère à ces idées où on pense que certains sont plus citoyens, plus ivoiriens, plus purs que les autres, les gens vont profiter de ces sentiments, cette bestialité qui est en nous, là, cet affect-là qui est en nous, ces émotions, vont profiter de ça pour piller toujours. Parce que tant que tu es sûr, tu considères que l'autre, par sa race, par son ethnie, ne doit pas avoir accès au pouvoir, ou à des emplois, ou à des places de marché pour faire son commerce, ou à un espace pour faire son transport. Tant que tu es dans cette dynamique-là, des gens peuvent t'utiliser comme moyen de conquête de pouvoir. Parce qu'ils vont utiliser ta haine de l'autre.
Même si eux ils volent, tu ne pourras pas les critiquer. Parce que tu vas te dire, le vol là même n'est rien devant la haine que toi tu as pour l'autre. Et c'est ça, les gens profitent de ces haines là pour vous maintenir tous dans la misère et la pauvreté. Réfléchissez à un moment donné. Faites la rupture. Posez-vous des questions. C'est pourquoi je vous invite à la réflexion. Je vous invite à l'élévation. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Faisons-en une nation prospère, une nation de paix, une nation d'unité, une nation développée dans laquelle chaque fils et chaque fille puisse avoir de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi se scolariser, de quoi s'épanouir. Chers compatriotes, je voudrais encore vous remercier, vous dire que nous n'avons rien contre nos amis du FPI. Rien. Nous nous battons pour eux. Ceux encore qui sont sous l'influence tribale de certains, nous nous battons pour les éclairer, pour qu'ils se libèrent. Nos frères du RDR, c'est la même chose. Ceux qui sont sous l'influence tribale, nous nous battons pour les libérer, pour qu'ensemble, on puisse construire. Nos frères du PDCI, la même chose. Ceux qui sont encore dans cette dimension tribale, nous nous battons pour qu'ils s'en libèrent, pour qu'ensemble, on puisse construire une nation prospère, une nation de paix, une nation où il fait bon vivre pour tous. Je voudrais encore vous remercier. Bonjour chez vous, bonsoir chez vous et à très bientôt. Merci.